Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que c'est la fin du trimestre pour toi. Et peut-être que tu es en train de jongler entre finir vite fait les dernières corrections qu'il faut faire pour qu'on ait suffisamment de notes dans la moyenne, entre les bulletins à préparer, les conseils de classe qui nous rajoutent du temps, bref. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te donner 3 clés pour avoir une fin de trimestre plus sereine. En effet, si elle est bien organisée, la fin de trimestre, c'est vraiment un moment idéal pour faire un point de bilan. Pour arrêter d'être toujours dans notre petit trou à pédaler, mais prendre un peu de recul, regarder ce qui marche pas, à la fois pour les élèves, mais aussi pour toi. Donc c'est parti pour les 3 clés qui vont t'aider à faire de cette fin de trimestre un vrai temps précieux pour ton année. Première clé, en fin de trimestre, c'est important de focaliser son temps. Si on fait toutes les choses qu'on voudrait faire, s'il fallait bien les faire dans un monde idéal ou qu'on nous demande de faire, on se retrouve avec des semaines qui peuvent mettre 40, 50, 60 heures. Et ça, c'est ni bon pour toi parce que du coup, tu vas t'épuiser et souvent, la fin de trimestre, il faut continuer après. Ni pour tes élèves parce que si tu es trop pris dans cette fin de trimestre, tu es moins disponible pour eux. Donc l'idée, c'est de, bien sûr, il y a un petit surcroît de travail, mais de limiter ce surcroît de travail. Ça peut passer par exemple par mesurer ton temps de travail et vérifier qu'il ne soit pas trop haut. Et aussi, arrêter de faire des choses que tu fais habituellement. Typiquement, si tu as un paquet de copies à absolument finir parce qu'il faut que la note soit dans ce trimestre, peut-être qu'en fait, la note, elle peut aller dans le trimestre d'après et que peut-être que tu peux prendre le temps de la correction une fois que tous les bulletins, les conseils seront passés. Sur le moment, quand on est dedans, on a l'impression que mais non, c'est pas possible, ça va pas être possible. Et en fait, quand on le fait, on réalise souvent qu'il n'y a pas mort d'homme et qu'en fait, ça se passe très bien. Ce qui prend du temps, c'est aussi l'écriture des bulletins. Et là, je vais avoir une vérité peut-être un peu difficile à entendre, mais qui pourtant reste la vérité et qui n'est souvent pas suffisamment entendue. Tes appréciations, elles n'ont pas tant d'importance que ça. Notamment si tu as beaucoup d'élèves, ce qui arrive si tu enseignes l'art plastique, la SVT, l'éducation musicale ou la physique en collège, tu peux avoir 250, 300 élèves. Ça te fait 250, 300 appréciations à écrire. Mais en contrepartie, personne ne va vraiment les lire, ces appréciations. Je veux dire, oui, il faut qu'elles soient là, sinon là, ça pose problème, mais qui est juste écrit bon trimestre ou travail régulier en SVT ou en éducation musicale, ça choque personne. Et même pire que ça, si jamais tu as une appréciation longue, en fait, on le voit bien en conseil de classe et sur le bulletin, on se focalise sur les matières à gros volume horaire. Donc plutôt que de te lamenter sur le fait que personne ne lit ton appréciation et que tu es une matière secondaire, embrasse ce fait-là. Chouette! Tu es une matière secondaire, donc tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de liberté. Et c'est là que le terme focaliser son temps prend de l'importance. Plutôt que d'écrire 300 appréciations en réfléchissant un peu, ce qui peut te mettre, même si tu mets 1 minute par appréciation, tu vois que tu en as pour 5 heures pour faire tes appréciations. Plutôt que ça, sur 90% des appréciations, tu mets un truc bateau, tu sais, tu mets tes appréciations déjà faites dans Pronote ou École Directe, bon trimestre, élève sérieux, attention au comportement, t'en choisis 3, tu les mets suivant le profil que tu as de l'élève. Et tu choisis d'utiliser ton temps de façon plus précise sur les élèves sur lesquels ça va vraiment faire une différence. Là où ton appréciation, elle peut vraiment aider, c'est si l'élève est en difficulté dans les autres matières ou a des problèmes dans les autres matières, alors que dans ta matière, ça se passe bien et qu'il fait preuve de compétences qu'il ne montre pas dans d'autres matières. Prends le temps d'aller regarder pour ces élèves-là, environ peut-être 5 maximum par classe, ce qu'ils font bien dans ta classe et profites-en pour écrire une appréciation positive, détaillée. Pas juste très bon trimestre, mais écris en toutes lettres tout ce qu'ils font de bien dans ta classe, les compétences dont ils font preuve, à quoi ressemble leur comportement, quel travail ils sont capables de fournir. N'hésite pas à vraiment détailler. Plus une appréciation est positive, détaillée, plus ça va être une appréciation qui a de la valeur. Et donc plus elle sera lue, que ce soit par les parents ou en conseil de classe. Si jamais tu as du mal à écrire ces appréciations détaillées, c'est peut-être qu'en fait ton évaluation ne te permet pas de connaître dans le détail ce que les élèves maîtrisent et ne maîtrisent pas. Ça, c'est ce qui arrive traditionnellement si tu es en évaluation séquencée moyennée, c'est-à-dire que tu fais une séquence, à la fin tu fais une évaluation sommative et ça rentre dans une moyenne, qui est le système d'évaluation par défaut, qui est utilisé par une grande majorité des profs et des établissements. Le problème, c'est que dans ce système, ce qu'on évalue, c'est les performances des élèves. Est-ce qu'ils sont capables de performer à un contrôle? C'est un peu comme si tu les faisais courir le 100 mètres et que tu regardais le temps qu'ils étaient capables de mettre. En combien de temps ils courent le 100 mètres. Ça te donne une indication, certes, sur son résultat, sur sa performance, mais c'est en fait très pauvre sur l'apprentissage. Certes, il court le 100 mètres en 14 secondes, mais est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à utiliser les starting blocks? Est-ce que c'est parce que son programme d'entraînement n'est pas adapté? Est-ce que peut-être même c'est un problème de nutrition?
Tout ça, tu ne peux le savoir qu'en allant dans le process, en allant évaluer les apprentissages, comme ce qu'on fait par exemple en évaluation constructive. Si tu veux en savoir plus sur ces techniques d'évaluation qui permettent d'évaluer vraiment l'apprentissage et qui permettent de donner des appréciations détaillées et concrètes de façon très facile, je te laisse aller voir en description, il y a un guide sur l'évaluation qui te donnera les pistes pour justement mettre en place cette évaluation constructive. Et ce temps que tu utilises pendant le trimestre à évaluer les apprentissages te permettra d'écrire de façon beaucoup plus facile les appréciations à la fin du trimestre. Deuxième clé pour une fin de trimestre sereine, implique tes élèves. Traditionnellement, les élèves ne voient même pas que le conseil se prépare. Ils savent qu'il y a le conseil, éventuellement ils font une heure de préparation avec le prof principal, mais c'est des choses qui se font globalement dans leur dos. Et quand tu y réfléchis, il y a un côté un peu bizarre à ça. Est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu aimerais qu'on écrive comme ça des choses dans ton dos et qu'après ces choses deviennent publiques sans même que tu aies pu donner ton avis? On voit bien que ça nous gênerait, nous. C'est la même chose pour les élèves. Ils le manifestent moins parce que culturellement, ils ont l'habitude qu'on parle d'eux dans leur dos, mais ça ne veut pas dire que cette habitude est une bonne habitude. Au contraire, la fin de trimestre et les bulletins, c'est l'occasion pour l'élève de comprendre ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien, pour changer ses méthodes de travail et son comportement. Et le problème, c'est que si tu écris dans son dos quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord ou qu'il ne comprend pas, il ne va rien changer. Donc c'est très très important que l'élève comprenne et soit en accord avec ce qui est écrit. La façon la plus simple, c'est de faire participer l'élève à l'écriture de son appréciation. C'est ce qu'on fait en évaluation constructive, par exemple. Avant le conseil de classe, on prend un temps en classe où chaque élève écrit le bilan de ce qui s'est passé dans le trimestre. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à mettre en place? Quelles sont les choses que je pourrais changer pour le trimestre d'après? Et à la fin, il propose une appréciation pour son bulletin. Ça te permet, toi, en tant qu'enseignant, de voir où en est l'élève. Si tu vois que vous êtes d'accord, tant mieux, tu peux écrire son appréciation à lui, ça t'évite d'avoir à te creuser la tête. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec ce que l'élève écrit, c'est là où ça devient intéressant. D'où vient cette différence? Elle peut venir de notre vision de prof. Des fois, les élèves font des choses ou ont un investissement qu'on ne perçoit pas bien. Et en fait, on a un jugement biaisé, surtout qu'on gère beaucoup d'élèves, donc c'est difficile d'avoir une vision fine sur chacun. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et qui empêche cet élève de voir les résultats qu'on voudrait qu'il ait. Et inversement, peut-être que l'élève n'a pas compris tes exigences. Et le fait de le réécrire sur le bulletin dans son dos, ça ne va pas l'aider à comprendre. Il va juste se mettre en position de victime et dire le prof ne m'aime pas, de toute façon c'est à cause du prof. Il y a de fortes chances qu'en fait il rejette la faute sur toi. Pourquoi? Parce que comme il ne comprend pas et qu'il est bloqué, c'est pour lui la seule façon facile d'avancer. Alors que si tu dis ok, tu as écrit ça, moi je suis pas d'accord parce que ça, qu'est-ce que tu en penses? Et que tu lances un dialogue avec l'élève, et bien ça lui donne l'occasion de changer son point de vue. Par exemple, ce qui se passe beaucoup, c'est des élèves qui ont l'impression de travailler. Ils rentrent chez eux, ils lisent leurs cours, donc pour eux ils travaillent, et puis les résultats sont pas là. Si tu leur mets sur leur bulletin manque de travail, ils vont dire c'est pas vrai, moi je lis mon cours, donc je travaille. Alors que si tu as un dialogue avec eux, tu vas pouvoir dire ok, tu dis que tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon cours tous les soirs pendant 5 minutes. Là tu peux lui dire écoute, là on est en seconde, lire son cours ce n'est plus suffisant. Pour atteindre le niveau d'exigence de la classe dans laquelle on est, il faut que tu fasses des flashcards, il faut que tu écrives des cartes mentales. C'est ça qui te va permettre d'apprendre parce que là, tu apprends en surface et c'est pas suffisant pour ce qui est demandé cette année. Et c'est dans ce dialogue que l'élève va pouvoir mettre en place des choses qui vont lui permettre de progresser au trimestre d'après. Parce que c'est ça le vrai but. N'hésite donc pas à mettre des appréciations avec des conseils très très concrets. Faire ses QCM 3 à 5 fois par semaine. Faire des cartes mentales pour réviser le cours. Travailler davantage les banques d'exercices. Reprendre les anciens exercices jusqu'à les maîtriser parfaitement. Faire des flashcards sur les points importants du cours. Ces points très très concrets sont importants dans l'appréciation parce qu'elles permettent en plus de donner un message clair aux parents et ça leur donne des pistes concrètes à mettre en place pour le trimestre d'après. La fin de trimestre, c'est pas un moment où on explique à l'élève que ce qu'il a fait c'était nul ou que c'était bien. C'est un moment aussi où on regarde vers le futur. Le passé, on ne peut plus le changer. La seule chose qu'on peut faire du passé, c'est en apprendre des choses qui vont changer notre comportement afin de modifier notre futur. Troisième clé, profite de ce temps de fin de trimestre pour faire ton bilan à toi aussi. Moi, je te conseille de faire ça plutôt après le conseil de classe puisque les élèves se sentiront moins en méfiance et tu pourras avoir un dialogue plus ouvert et plus franc avec eux. Quand je dis un bilan de toi, c'est un bilan à la fois de ta posture et de ta relation avec les élèves et aussi un bilan de ton système d'enseignement et des choses que tu mets en place pour les faire apprendre.
Si tu ne te sens pas suffisamment à l'aise pour faire ça, parce que par exemple tu sens que ta relation avec les élèves est trop mauvaise, fais-le sans les élèves. Comme tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux en tirer seul des choses à changer pour le futur. Et si jamais tu te sens de demander à tes élèves, n'hésite pas à le faire, tu vas apprendre des choses très précieuses. Ce qu'on fait par exemple en évaluation constructive, c'est un sondage anonyme. Tu pourrais par exemple demander aux élèves une chose que toi tu mets en place qui les aide à apprendre, pour savoir quoi garder dans ton système d'enseignement. Tu peux aussi leur demander une chose que les élèves voudraient enlever et par quoi le remplacer. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas enlever tout ce qu'ils n'aiment pas, mais ça va te donner des informations sur ce qui aide ou pas les élèves, ou ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Tu peux aussi leur demander quelle chose je ne fais pas que vous voudriez que je fasse, afin de voir ce que tu peux rajouter dans ton système d'enseignement. Ce que je fais aussi, c'est que je fais une liste de toutes les choses qu'il y a dans mon système d'enseignement et je demande aux élèves de dire si c'est efficace pour eux ou pas efficace. Ça me permet d'avoir une note sur chacune des choses que je mets en place et d'avoir une vision un peu plus fine de ce que les élèves aiment bien et ce qui les fait apprendre ou pas. Ce que j'aime bien dans ce sondage, c'est de rajouter une question qui me permet justement de évaluer cette relation que j'ai avec les élèves. Pour cela, je leur demande tout simplement de me mettre une note et une appréciation, comme s'ils remplissaient eux-mêmes mon bulletin. Le but est double. Déjà, en faisant ça, je me mets à leur niveau. Moi, j'écris une note, une appréciation. Eux aussi écrivent une note et une appréciation. Ça me permet de renforcer l'horizontalité. Et en faisant ça, je me pose en tant que partie prenante du groupe classe, ce qui est plus facile pour la gestion de classe et plus efficace pour l'apprentissage des élèves. L'autre chose que ça me permet de faire, c'est de regarder quel est l'état de la relation. Bien sûr, je ne vais pas prendre la note comme étant une indication de si je suis une bonne prof ou pas, ni les appréciations comme étant une mesure de ma valeur réelle. Ce sont des avis, voire des jugements qui sont faits par des adolescents qui n'ont pas l'habitude de faire ça, qui sont complètement biaisés culturellement par la façon dont eux ont été évalués tout au long de leur scolarité. Donc le but, c'est pas de le prendre comme argent comptant, mais de regarder les choses qui se disent. Si beaucoup d'appréciations sont dans la défiance ou dans l'explication que c'est nul ce qu'on fait, etc., ça peut être un signe qu'il y a quelque chose à regarder du côté de la relation prof-élève. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir des réponses à ces questions, non pas pour changer son comportement, mais pour aller regarder comment se porte cette relation prof-élève si importante pour l'apprentissage. Alors peut-être que tu es en train de te dire, mais toutes ces choses-là, c'est très très bien Marie-Camille, mais je n'ai juste pas le temps de le faire parce que comme tu l'as dit au début de la vidéo, en fait j'ai des copies à corriger et non, vraiment c'est pas possible que je les mette dans le trimestre d'après. Peut-être parce que par exemple, tu es au 3e trimestre. Comment je fais? Eh bien tu peux aller regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je te donne des pistes concrètes pour aller corriger tes copies de façon plus efficace.